Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'intégrale. Nous avons déjà vu la notion de primitive, que lorsqu'on a une fonction petit f définie sur un intervalle, une fonction grand F est une primitive de petit f si grand F' est égal à petit f. Mais cette notion, elle pose un petit problème. Je prends une fonction extrêmement simple, f de x égale x2, je regarde une primitive de petit f, et je vous demande à quoi est égal grand F de 3. Petit calcul, résultat, eh bien non. Grand F de 3, on ne peut pas dire à quoi c'est égal. Grand F de 3 peut être égal à n'importe quelle valeur. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Pourquoi? Eh bien parce que les primitives de petit f, ce sont les fonctions qui s'écrivent f de x égale 1 tiers de x3 plus k. Autrement dit, si f est une primitive de petit f, il existe une constante grand K, telle que quel que soit x élément de R, f de x égale 1 tiers de x3 plus k. Vous voyez que la constante ici est devant le quel que soit x. C'est la même constante pour tous les x. En revanche, je peux changer de constante et j'obtiens une autre fonction, une autre primitive de la fonction petit f. Et alors, que vaut f de 3? Eh bien justement, f de 3 n'est pas bien défini, car il dépend de la constante. Prenons des exemples. J'ai pris trois primitives différentes, je trouve des valeurs complètement différentes, et en fait on peut arriver à n'importe quelle valeur. Donc ce cas, vous voyez, il nous enquiquine un petit peu. On pourrait être tenté de prendre k égale 0, mais il n'y a aucune raison de privilégier cette primitive-là. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que si on regarde f de x moins f de n'importe quelle valeur, les k vont s'éliminer. Et donc, cette quantité-là, eh bien, elle ne va pas dépendre de k, puisque ça va être égal à 1 tiers de x3 plus k, moins 1 tiers de a3 plus k. Et vous voyez que les k s'éliminent. Et donc, ce f de x moins f de a, ça va être le même si je prends f1, f2, fπ. Et donc, on va donner un nom à cette grandeur-là. On va noter ça, l'intégrale de a à x de f de t dt. Cette grandeur-là, qui ne dépend plus d'une constante. C'est bien, mais ça manque un petit peu de précision. Alors voyons une définition un peu rigoureuse. I un intervalle de R, et c'est très important d'être sur un intervalle. F une fonction de I dans R, et grand F une primitive de F. Alors, on va poser pour tout A et B éléments de l'intervalle I, l'intégrale de A à B de f de t dt égale grand F de B moins grand F de A. Et donc la proposition, c'est que cette intégrale ne dépend pas du choix de la primitive grand F. Si vous prenez une autre primitive, donc grand F de B va avoir une autre valeur, grand F de A va avoir une autre valeur, mais l'intégrale de A à B de f de t dt, lui, il va avoir la même valeur. Bien. La définition que l'on prend pour l'intégrale dans ce cours, c'est une définition un petit peu élémentaire, qui repose sur les primitives. Ce n'est pas la définition classique, mathématique, de l'intégrale. En général, c'est une construction assez compliquée, la notion d'intégrale. On la définit essentiellement à l'ère de l'air sous une courbe, disons pour une fonction positive. On définira l'intégrale de f comme l'air qui se trouve sous la courbe entre a et b, pour une fonction positive. Et il faudra donner un sens à l'air sous la courbe, et on verra qu'avec une définition de ce genre-là, eh bien, l'intégrale vérifie cette égalité. Ce qui fait que ce qui est ici une définition, bientôt, en L2, vous verrez que, en fait,
c'est une propriété avec une autre définition de l'intégrale. Mais dans ce cours, on calcule essentiellement des primitives, et donc ce qui nous intéresse, c'est cette définition d'intégrale à l'aide de primitives. On va donc très souvent avoir à écrire f de b moins f de a comme ceci. Et donc on va prendre une notation pour cette quantité-là. On va le noter f de t pour t variant entre a et b. Ou encore f entre a et b. Ou encore, ce qui est un petit peu limite comme notation, mais en fait c'est la notation la plus fréquente, hein, f de t entre a et b. Et donc la définition de ces égalités, hein, la définition c'est grand f de b moins grand f de a. Ce qui nous permet d'écrire donc que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à grand f de t compris entre a et b. Pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois, en particulier quand on a des expressions un peu longues, ne pas avoir à les réécrire deux fois, mais à l'écrire une seule fois. Maintenant, se pose le problème de l'écriture pour les primitives. Puisqu'il y a une infinité de primitives, comment va-t-on écrire l'ensemble des primitives? Alors, il n'y a pas une notation universelle pour les primitives d'une fonction. On trouve différentes choses, par exemple l'intégrale sans borne en bas de f de t dt. On pourrait trouver l'intégrale comme ça, sans borne du tout, ou même quelque chose comme ça. Bon, nous utiliserons ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Ça dépend d'une constante. C'est-à-dire, par exemple, nous allons écrire l'intégrale donc à x1, donc c'est une primitive de t2 dt. Eh bien, ça, c'est égal à 1 tiers de x3 plus k. D'accord? Je peux écrire une chose, par exemple, t2 plus t3, c'est égal à l'intégrale sur x de t2 plus l'intégrale sur x de t3. Et donc c'est égal à 1 tiers. Donc là, je n'écris pas de constante parce que la constante, elle est dans cette notation-là. Il y a une constante. Et puis lorsque je n'écris plus ce signe intégral, hein, eh bien là, je vais écrire la constante plus 1 quart de x4 plus k. Et surtout, là, je n'oublie pas la constante. Donc il y a vraiment une différence entre l'intégrale, où il n'y a pas de constante, parce que comme on a fait une différence, les constantes se sont éliminées, et puis les primitives, où bien, là, on a bien des constantes, donc tant qu'on l'écrit comme ça, les constantes sont dans le signe primitif, et lorsqu'on arrive, qu'on n'a plus de signe primitif, alors surtout, il ne faut pas oublier la constante. Bon, c'est pas une notation, vous voyez, je dis primitive, en fait, c'est la valeur de la primitive au point x, hein. Là, on ne fait plus vraiment la distinction qu'on faisait, sur laquelle j'ai beaucoup insisté, entre petit f et petit f de x. Ça, c'est une fonction, et ça, c'est la valeur de cette fonction en x. Ici, je vous parle de la primitive, mais en fait, c'est la valeur de la primitive en x. Et puis en plus, cette valeur, elle n'existe pas, puisque suivant la constante qu'on va choisir, elle change. Donc, c'est quand même des notations pour des objets un petit peu compliqués. Il y a un point que je trouve étrange, c'est que ici, vous avez des t, et ici, il n'y a plus de t. Ici, vous avez des t, et puis ici, il n'y a plus de t. Comment ça se fait? Vous avez tout à fait raison. Ici, t, c'est une variable muette. C'est-à-dire que ça ne joue pas dans le résultat. Par exemple, l'intégrale, donc c'est la primitive en x de t2 dt, c'est exactement la même chose que l'intégrale en x de u2 du. Ça ne dépend que de x. En revanche, c'est différent de l'intégrale de u2 du y. Parce que ça dépend de x, ça dépend de y. C'est égal si x égale y. Sinon, a priori, c'est pas égal. Hein. C'est ce qu'on appelle une variable muette. En particulier, lorsque je veux calculer, par exemple, l'intégrale de 2 à 3
de t dt, ça ne va pas dépendre de t. C'est égal à t2 sur 2 entre 2 et 3, et donc c'est égal à 9 demi moins 4 demi, c'est-à-dire 5 demi. Ça ne dépend pas de t. Donc que ce soit pour une intégrale ou pour une primitive, vous avez une variable muette. On a déjà rencontré des variables muettes. Lorsqu'on écrit limite quand t tend vers a de f de t, ici, t est une variable muette. Le résultat va dépendre de a, va dépendre de la fonction f, mais ne va surtout pas dépendre de t. Cette chose-là, c'est exactement la même chose que la limite quand u tend vers a de f de u. T est une variable muette.